Avant de commencer la vidéo, si vous voulez venir discuter de Marvel avec moi et d'autres youtubeurs bien sympathiques, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Super Heroes. Je suis présent en vocal tous les soirs avec les copains de la team Picnic. Vous allez voir, c'est la bonne ambiance et on y fait également du roleplay Marvel. On a besoin de monde, alors si vous êtes motivé et sérieux, franchement, venez. Il y a évidemment plein de salons pour discuter de tout et de rien, et on a même un système de niveau et d'attribution de rôle, on organise des jeux et des events, c'est assez addictif, donc foncez, le lien est en description. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du personnage de Uatu dans les comics, et aujourd'hui nous théoriserons sur l'intégration de Deadpool dans le MCU. Bon, vous le savez maintenant, le mercenaire trash de chez Marvel va faire son apparition dans le MCU après deux premiers opus solo produits sous l'égide de la 20th Century Fox. Mais avant de théoriser, petit rappel des faits officiels pour qu'on arrive à se situer. En 2019, un an après la sortie de Deadpool 2, l'acteur Ryan Reynolds se rend chez Marvel Studios et même si on n'a jamais su ce qu'il s'était passé, on s'est tous douté de pourquoi il était allé là-bas pour parler de l'avenir de Deadpool après le rachat de la Fox par Disney. Quelque temps après, un leaker reconnu pour sa fiabilité concernant ses fuites sur le MCU et que vous connaissez sûrement déjà tous quasiment, Daniel RPK ou Daniel Richtman pour les intimes, qui révèle que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, aurait à l'époque espéré conclure le plus gros contrat du MCU en termes d'apparition avec Ryan Reynolds, un contrat au moins aussi gros que celui de Robert Downey Jr. pour son personnage d'Iron Man dans la phase 2 et 3 du MCU. Toujours dans la même année, tous les doutes seront levés, puisque le PDG de Disney de l'époque, Bob Iger, ainsi que Kevin Feige, confirmeront que le film Deadpool 3 sera bien classé R-rated, que le personnage intégrera le Marvel Cinematic Universe, et qu'il ne sera pas rebooté comme ça a été le cas pour Spider-Man par exemple. Et bonne nouvelle pour les fans qui craignaient que le personnage de Deadpool soit censuré, puisque Bob Iger avait en même temps indiqué qu'un label spécial pourrait être créé, afin de permettre à Disney de produire des films rated R sans entacher son image de marque, ayant très bien conscience que les consommateurs sont adeptes de films trash à la Deadpool. Quelque temps plus tard, on apprend alors que ce sont les sœurs Molineux, notamment connues pour avoir travaillé sur la série d'animation Bob's Burgers, qui seront en charge du scénario de Deadpool 3. Nous avons ensuite l'arrivée de Disney+, qui viendra un peu plus tard présenter son catalogue Star, dans lequel viennent se placer toutes les productions détenues par Disney et qui peuvent être classées R-rated ou simplement plus matures que les productions familiales et tout public de la firme. C'est donc dans ce catalogue que sont actuellement placés les deux premiers films Deadpool, et on peut imaginer sans peine que le fameux label dont parlait Bob Iger en 2019 soit en réalité le catalogue Star que propose Disney+. Et enfin, on a eu l'info il y a quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo, Deadpool 3 est actuellement dans une phase active de son développement et le tournage devrait se profiler d'ici 2022 d'après Ryan Reynolds. Bien, maintenant qu'on a toutes les infos officielles, il n'y a plus de doute possible. Le Deadpool que nous connaissons depuis 2016 va rejoindre nos héros préférés. Mais alors, comment justifier ça scénaristiquement ? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer et attention, ça va spoil Loki et on va parler de certains potentiels leaks, donc si vous ne voulez pas de spoil, bonne journée et abonnez-vous. Comment intégrer Deadpool au MCU ? Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler l'une des particularités du personnage avant de théoriser, il brise le quatrième mur. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Deadpool a tendance à s'adresser directement aux spectateurs à travers ses films, ou alors il va carrément mentionner d'autres univers. Et évidemment, cet aspect méta du personnage lui a déjà fait mentionner le MCU à maintes reprises. Hawkeye, Black Panther, Thanos, Black Widow et j'en passe. On a même une carcasse d'un héliporteur dans le premier opus, et avec tout ça, quand on sait que Deadpool est capable de sortir de sa réalité pour aller tuer son propre interprète qui tient le scénario du film Green Lantern, on pourrait simplement se dire que Deadpool fait déjà partie du MCU, et de tous les autres univers en fait. Par ailleurs, il n'y a pas si longtemps,
Pour la promotion du film Free Guy, Deadpool a eu le droit d'interagir pour la première fois avec un personnage du MCU, Korg, interprété par Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok. Mais qu'il s'agisse de Korg ou du meurtre de Ryan Reynolds, il ne faut pas réfléchir longtemps pour comprendre qu'il ne s'agit là que d'un brisage de quatrième mur et d'un moyen de faire des scènes d'humour, plutôt qu'une réelle connexion qui attesterait d'un réel voyage entre diverses réalités. Par ailleurs, le fait que Iger et Feige confirment que Deadpool 3 fera partie du MCU n'implique pas obligatoirement que les deux premiers opus, eux, en fassent partie. Et pour conclure, Deadpool demande à Korg un conseil pour intégrer le MCU, preuve donc qu'il n'en fait pas partie pour le moment. Mais alors, comment justifier cette transition sans casser la continuité des deux premiers films ? La première solution, c'est la solution la plus simple et à laquelle tout le monde va penser: utiliser le multivers. Et pour en parler, il va falloir vous mettre à jour sur Loki. Si vous ne l'êtes pas, voici quand même une rapide explication. Comme on l'a appris dans Avengers Endgame, le fait de voyager dans le passé ne modifie pas le présent ou le futur. Cela va créer une timeline alternative en parallèle de la timeline principale de laquelle vous venez, et ces timelines alternatives, elles peuvent être refermées. C'est entre autres ce qu'a fait Steve Rogers en ramenant les pierres d'infinité dans leurs timelines respectives. Le problème, c'est que l'une d'entre elles est restée ouverte lorsque le Loki de 2012 a récupéré le Tesseract et s'est téléporté avec. Dans la série, cette timeline sera alors supprimée par le Tribunal des variations anachroniques, ou le TVA, une organisation en dehors des réalités du temps et de l'espace qui est là pour effacer les timelines alternatives et faire en sorte que la timeline principale, l'éternel flux temporel, reste la seule et unique timeline subsistante. Faire en sorte que seul l'éternel flux temporel subsiste, c'est empêcher la naissance d'une guerre multiverselle où toutes les branches de réalité alternatives s'entrechoqueraient. Et à la fin de Loki, eh bien, le TVA est un peu secoué et une guerre multiverselle éclate. L'éternel flux temporel se voit alors divisé en plusieurs branches et il y a fort à parier que les prochaines histoires qui nous seront racontées dans What If feront partie de ces nouvelles réalités alternatives. La fin de la série Loki, c'est donc littéralement la porte ouverte au multivers. C'est aussi à partir de cette idée qu'on pourrait théoriser l'arrivée des deux anciens Spider-Man interprétés par Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man No Way Home. Ils pourraient tous les deux être issus de leurs univers respectifs et arriver dans la timeline principale du MCU. Une théorie qui pourrait se confirmer quand Alfred Molina, l'interprète du Docteur Octopus dans la saga Spider-Man de Sam Raimi et de retour pour Spider-Man No Way Home, qui déclare que l'histoire de son personnage reprendrait là où elle s'était arrêtée à la fin du film Spider-Man 2. Si cela est vrai, alors on peut techniquement canoniser certains films hors MCU à l'univers de Marvel Studios, et c'est par ce biais que Deadpool pourrait arriver dans le MCU par la canonisation de Deadpool 3. Mais traversera-t-il un portail? Usera-t-il de son brisage de quatrième mur pour balancer au spectateur que les droits de son personnage ont été rachetés par Disney? Impossible à prédire pour l'instant, mais l'avenir nous le dira. Par ailleurs, ici je ne me prêterai pas à traiter des rumeurs qui disent par exemple que Deadpool pourrait faire sa première apparition au travers d'un caméo furtif dans Doctor Strange 2. Même si en soi rien n'est impossible chez Marvel, il s'agit d'une rumeur, sans aucune source fiable, et ça ne m'intéresse donc pas. Mais en réalité, la théorie du multivers, c'est la seule qui semble crédible pour Deadpool, contrairement à beaucoup d'autres personnages, simplement parce que son côté méta se prête super bien à ce genre d'exercice. Et si l'on veut intégrer le personnage au MCU sans passer par la case multivers, sans briser la continuité des deux premiers opus, cela supposerait que le X-Men CU fasse partie du MCU depuis le départ. Et là, ça n'a absolument aucun sens, ce n'est pas du tout cohérent. Ça n'aurait du sens que si ce X-Men CU se révélerait être une des réalités alternatives à l'éternel flux temporel du MCU, mais on reviendrait donc à la case multivers, il n'y a donc aucune autre solution pour Deadpool. Et je vous vois venir, certains me diront que les éternels étaient déjà là depuis des milliers d'années eux aussi, et pourtant ils ne débarquent qu'après la défaite de Thanos. Alors oui, sauf que la différence entre les Éternels et les X-Men, c'est que les Éternels, eux, n'ont pas eu 13 films de série et une chronologie absolument infâme. Donc non, on ne canonise pas
les X-Men et les mutants sans passer par le multivers, c'est complètement débile. Si on veut intégrer les mutants sans passer par la case multivers, il faudrait les rebooter, et on pourrait alors imaginer que c'est après le claquement de doigts de Thanos et ou de Tony Stark que le gène X a été réveillé chez les humains. Mais là encore, ça n'aurait pas de sens, puisque les mutants, c'est une communauté qui, à l'instar des Éternels, devrait exister depuis des milliers d'années. Elle ne peut donc pas avoir été créée dans le présent du MCU. Bah ouais, Wolverine il est pas tout jeune, hein, et puis Apocalypse, hein, c'est l'époque des pharaons. Cela élimine aussi logiquement la théorie selon laquelle Wanda aurait pu éveiller le gène X grâce à ses pouvoirs et ou son ex dans WandaVision. Donc non, contrairement à certaines théories, Monica Rambeau n'est pas une mutante. Bon, en vrai ça peut marcher, mais pas pour des mutants qui ont plusieurs décennies d'existence. Après, on connaît Marvel Studios et la rétroaction. Ils pourraient très bien nous jouer la carte de ils étaient cachés depuis tout ce temps, mais ça ferait redite avec les Éternels qui vont déjà user de cette excuse, donc je n'y crois pas du tout. Ou alors ça veut dire que Marvel Studios a pas envie de se fouler. En clair, quoi qu'on tente, il y aura un hic puisque ça ramènera au multivers. En effet, la dernière théorie qu'on pourrait imaginer, c'est que le gène X se soit déclenché à travers tout l'univers après le claquement de doigts de Thanos et ou de Tony Stark, mais aussi à travers le temps. En clair, des gènes X se seraient éveillés dans le présent du MCU, mais aussi dans son passé. Et ce n'est pas déconnant puisque la pierre du temps participe à l'équation du claquement de doigts. Elle pourrait très bien avoir ce genre d'effet, ce qui rendrait possible la naissance de certains mutants comme Apocalypse, Wolverine et autres. Mais si Marvel Studios fait ça, il serait alors logique que ces nouveaux mutants se servent de leur pouvoir, ce qui entraînerait une profonde modification du passé, et qui dit modification du passé dit timeline alternative, donc multivers. Autre solution, on pourrait juste exploiter les voyages dans le temps de Cable dans Deadpool 2, mais les règles de voyage temporel de ce film ne sont pas les mêmes règles que celles du MCU, je ne vois donc pas comment ça peut marcher. Pour autant, il ne faut pas mettre de côté la théorie de la rétroaction, car même si elle implique le multivers, Deadpool a déjà fait des références au MCU, et le MCU lui a déjà glissé des références aux mutants depuis son premier film. Et ne me dites pas que c'est impossible parce que Disney possède la Fox que depuis 2019, en fait ils ont pas attendu, ils l'ont fait. Ça tient plus d'easter eggs qu'autre chose évidemment, mais Marvel est capable de transformer ces easter eggs en quelque chose de concret. Par exemple, vous voyez ce gamin d'Iron Man? Eh bien aujourd'hui, Marvel Studios nous a confirmé qu'il s'agissait officiellement de Peter Parker, alors qu'à l'époque, il n'avait pas le droit d'utiliser le personnage, et en plus c'était une fille qui jouait ce rôle. Donc croyez-moi, les droits des mutants et de Deadpool là on s'en balance. On peut déjà mentionner la présence du Lockheed SR-71 Blackbird dans le tout premier film Iron Man, et dans les comics, il s'agit du moyen de locomotion des X-Men depuis 1977. De là à dire qu'il s'agissait peut-être d'un prototype utilisé par Charles Xavier ou un autre X-Men, et il n'y a qu'un pas. La même année, le film L'Incroyable Hulk va faire une référence très furtive aux mutants. Lors d'une discussion entre le général Ross et Emile Blonsky, aka l'Abomination, qu'on reverra d'ailleurs dans Shang-Chi, le général Ross livre à Blonsky une variation du sérum de super soldat, celui-là même qui a été administré à Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si on regarde la plaque industrielle du sérum administré à Blonsky, on peut voir que le produit a été amélioré dans le cadre d'un programme nommé Weapon Plus par le docteur Einstein. Dans les comics, le programme Weapon Plus contient 15 versions différentes. Le projet Renaissance du Captain n'en est d'ailleurs que la 4e version, et la majorité des autres versions du programme concernent les mutants. Et pour ce qui est du Dr Einstein, dans les comics, il s'agit là de la réelle identité d'Abraham Erskine. Donc, on pourrait imaginer pour le MCU que les mutants ont été découverts par Erskine avant la guerre et que c'est ce qui l'a motivé à créer un sérum de super soldats. On pourrait même pousser le truc un peu plus loin en disant que Wolverine a été l'un des premiers projets de Erskine, mais que ça a tellement foiré qu'il a enterré ça sous le tapis.
Et enfin, dans Avengers Endgame, lorsque Steve Rogers se trouve dans le passé pour récupérer des particules PIM, il découvre Peggy Carter dans son bureau et celle-ci mentionne le nom d'un certain Braddock qui pourrait bien se révéler être un certain Brian Braddock, alias Captain Britain. Et qui dit Brian Braddock dit Betsy Braddock, sa sœur, plus connue sous le nom de l'héroïne Psylocke, une mutante. Comme de par exemple. Si vous trouvez ça capillotracté, vous avez sûrement raison. Encore une fois, tout ça n'est que de l'easter eggs. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que la rétroaction pour intégrer les mutants, et donc Deadpool, reste possible, puisque certaines pierres sont déjà posées volontairement ou involontairement par Marvel Studios. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur cet easter egg de Braddock, il faut savoir que dans les comics, Captain Britain est considéré comme un protecteur du multivers, et j'aime à penser que la Captain Carter que nous verrons dans What If viendra tenir ce rôle, telle la Captain Britain du MCU. Et ça paraît pas déconnant vu que Peggy est britannique. Enfin, d'après notre cher leaker Daniel Richtman, le personnage de Captain Carter devrait faire son apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et si Marvel Studios garde cette idée que Captain Carter est une itération de Captain Britain, tout comme Sylvie est à la fois une itération de Lady Loki et de l'Enchantress, eh bien on pourrait imaginer que dans la réalité de Captain Carter, la sœur de Peggy soit une mutante, ce qui laisserait le champ libre à la communauté des mutants de débarquer dans le MCU, et donc une opportunité pour Deadpool de venir s'incruster chez Marvel Studios. Et la vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Je vous invite également à soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip, le lien est en description, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour vous tenir au courant des actus de la chaîne et de ma chaîne secondaire, et à venir discuter sur le serveur Discord Super Heroes, sur lequel il y a plein de youtubeurs sympas et où on rigole tous en faisant du roleplay Marvel. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.